Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un rapport qui avance une thèse, disons, assez audacieuse. Son titre dit tout: comment la France a inventé le complexe industriel de la censure. Cette analyse s'appuie sur les Twitter Files France et avance que la France a mis au point un modèle de contrôle de la parole qui est maintenant en train de s'exporter. Pour bien planter le décor, rien de tel que cette citation d'Henri Queuille. Pour les auteurs du rapport, elle résume parfaitement une certaine tradition politique française. L'idée qu'il vaut parfois mieux contrôler le débat public que de s'attaquer de front au problème. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec une anecdote assez parlante, une histoire qui vient tout droit des archives internes de Twitter. Tout part d'une demande plutôt surprenante venant du sommet de l'État français. Ce qui est frappant ici, c'est vraiment l'insistance. Le 14 octobre 2020, l'équipe du président Macron veut, à tout prix, le numéro perso de Jack Dorsey, qui était le PDG Twitter à l'époque. La raison officielle, le féliciter pour ses actions sur l'intégrité des élections. Mais même quand Twitter propose une solution bien plus simple, comme un message direct sur la plateforme, l'Élysée ne lâche pas l'affaire. La réponse finale du bureau de Dorsey est pour le moins déroutante. Jack n'a pas de numéro de téléphone, je le jure. Cette petite histoire soulève une question de fond. Pourquoi un tel besoin d'un contact direct, presque personnel ? Le rapport suggère que cet épisode est tout sauf anodin. Il traduirait une vraie volonté de l'État français d'établir une ligne directe avec les patrons des plateformes pour pouvoir potentiellement peser sur leurs décisions. Eh bien, cet incident, ce n'est pas juste une anecdote, c'est la porte d'entrée vers le concept central du rapport, ce qu'il appelle le complexe industriel de la censure. Voyons un peu ce que ça cache. En gros, l'idée, c'est que ce n'est pas juste l'État, tout seul dans son coin, qui censure. Non, c'est un véritable écosystème. Le gouvernement, des agences publiques, et même des organisations qui semblent indépendantes, mais qui en fait travailleraient main dans la main pour orienter et contrôler ce qui se dit en ligne. Alors, comment ça marche, concrètement ? Le rapport le décompose en 4 temps. D'abord, il y a la pression politique directe du gouvernement. Ensuite, et c'est une étape clé, des ONG, souvent accréditées par ce même État, attaquent en justice. C'est ce que le rapport nomme le lawfare. Troisième étape, les tribunaux entrent en jeu et forcent les plateformes à obtempérer. Et enfin, les grands médias relaieraient et légitimeraient le discours officiel. Maintenant qu'on a le schéma, revenons un peu en arrière. Parce que d'après les auteurs, cette méthode de contrôle, elle ne sort pas de nulle part. Elle a des racines historiques et légales bien précises en France. Il faut dire que le contrôle de ce qu'on a le droit de dire ou non en France, ça a une longue histoire. Ça remonte à la censure royale, où il fallait un privilège du roi pour avoir le droit de publier quelque chose. Jusqu'aux lois d'aujourd'hui, l'État a toujours eu un rôle central pour fixer les limites de la liberté d'expression. Et le vrai point de bascule, le moment où tout change selon cette analyse, c'est la loi Pleven de 1972. Avant cette loi, c'était simple. Si quelqu'un vous insultait, vous seul pouviez porter plainte. Mais après 1972, tout change. La loi permet à des associations, agréées par l'État, de porter plainte au nom de tout un groupe. C'est la naissance de ce que le rapport qualifie de lawfare à la française, quand le droit devient une arme politique. Un exemple concret de ce lawfare en action, le procès de 2020 contre Twitter, lancé par plusieurs ONG. Si on regarde leurs demandes, révélées dans les archives, on voit que ça allait bien plus loin que de simples retraits de contenu. Elles voulaient carrément avoir accès aux données de modération de Twitter et mettre fin à l'anonymat des comptes. Le rapport note un détail de calendrier intéressant. Cette action en justice a été lancée juste au moment où le Parlement débattait de la loi Avia sur la haine en ligne. Simple coïncidence ? Ok, ça c'était pour les bases historiques. Mais comment ça se traduit aujourd'hui, à l'ère du numérique ? Le rapport décrit une sorte d'emballement, une accélération récente de toutes ces mesures pour encadrer Internet. Depuis 2018, on assiste à ce que le rapport appelle une frénésie législative. En à peine quelques années, les lois se sont empilées, ajoutant chacune une nouvelle couche de régulation. Loi contre la manipulation de l'info, loi contre les contenus haineux, bref, un arsenal juridique de plus en plus fourni pour contrôler le débat en ligne. Et au milieu de tout ça, une nouvelle pièce maîtresse de l'appareil d'État, Viginium. Créée en 2021, sa mission officielle est de nous protéger contre les ingérences étrangères en ligne. Mais le rapport pose la question, est-ce que cette mission, purement défensive sur le papier, ne pourrait pas aussi servir d'outil d'influence sur le débat national ? Alors on pourrait se dire que tout ça est une affaire bien française, mais en réalité le rapport soutient que ce modèle a des implications qui dépassent largement nos frontières. Il aurait même servi de brouillon pour une régulation à une échelle bien plus grande.
Le parallèle que dresse le rapport entre le modèle français et le fameux DSA, la grande loi numérique européenne, est assez frappant. On y retrouve des mécanismes très similaires. Les ONG accréditées en France deviennent les signaleurs de confiance au niveau européen, la pression sur les plateformes, elle, se traduit par la menace d'amende colossale, et la surveillance est organisée via des coordinateurs nationaux. C'est un peu comme si l'ADN du système français avait été infusé à l'échelle de toute l'Union européenne. La conclusion du rapport est donc sans appel. Le DSA ne fait qu'institutionnaliser et exporter le modèle français à toute l'Europe. Et par un phénomène connu sous le nom d'effet Bruxelles, où les entreprises du monde entier finissent par adopter les normes européennes pour se simplifier la vie, eh bien ce modèle de contrôle pourrait bien devenir à terme un standard mondial. Tout cela nous laisse avec la question fondamentale qui conclut le rapport. Évidemment, protéger les gens en ligne, c'est indispensable. Mais la vraie question, c'est à quel moment est-ce que la protection bascule et devient du contrôle ?